Bonjour tout le monde. Encore attendre 2 minutes pour que tout le monde puisse rentrer. Bien, on dirait que le nombre de participants semble stabilisé. Du coup, je vous remercie d'être présent aujourd'hui à ce webinaire sur le Carbon Border Adjustment Mechanism, aussi appelé MAC, le mécanisme d'ajustement de carbone en frontière. Je m'appelle Enches David et du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter ce que c'est le MACF. Je vais aussi vous présenter finalement les éléments les plus importants pour pouvoir se connecter sur le registre et pour comprendre ce qu'il faut déclarer et comment le déclarer. Du coup, on va faire assez rapidement un petit sommaire sur ce que c'est le CBAM. Je vais vous décrire ce que c'est, ce qui est important de savoir sur le CBAM. Je vais vous faire une démonstration sur l'accès au registre, aussi avec des descriptions de ce qu'il faut réfléchir pour avoir accès et où est-ce qu'on peut trouver des ressources pour avoir accès. Ensuite, après, je vais vous expliquer ce que c'est, comment utiliser le registre avec les valeurs par défaut, plus de détails à ce sujet par après. Et ensuite, après, on va encore discuter sur le futur du CBAM prochain et aussi les pénaltys qui peuvent vous incomber si jamais le CBAM n'est pas respecté. Vous aurez la possibilité de poser des questions après enfin, pendant tout le webinaire, vous pouvez poser des questions. On va les reprendre à la fin. Mes collègues vont les collecter et me les donner ensuite. Des questions simples comme par exemple, quel est le lien pour accéder par exemple à notre page web. Un de mes collègues va pouvoir répondre facilement à ces questions-là. Mais pour le reste, on va garder tout ça à la fin. Alors, le webinaire est enregistré. Ensuite, on va publier l'enregistrement au plus vite, bien sûr, idéalement aussi avec des sous-titres en allemand et en anglais. Il se trouve aussi que, oui, non, c'est ça. Pour les interlocuteurs allemands, anglais. For the English speaking or German speaking. So the webinar will be mostly in French, but you may ask questions in English or in German, and we will answer them after we have answered all the questions in French, which will be at the end of the webinar. If you want, you can, easier to answer questions will be answered by my colleagues immediately, but the rest will be at the end. You can also ask questions about the webinar in general, and maybe I can go back to the presentation in French and slightly do it in English, maybe. It was intended for the webinar to also to talk about the Excel sheet that can be used to gather information and use this information to use in the registry, but we won't be able to talk about it today. The Commission will be producing a webinar and example Excel sheet at a later date. And when this will be published, we will inform anyone that needs it. Donc, ce que j'ai dit à la fin, c'est la discussion sur le document Excel qui est fourni par la Commission pour pouvoir collectionner les informations à informer dans le registre ne sera pas discutée aujourd'hui. On va uniquement discuter de l'utilisation de valeurs par défaut basées sur les marchandises qui ont été introduites dans l'Union européenne. Donc, brièvement, parler de ce que c'est le CBAM. Le CBAM, c'est un mécanisme qui a été développé par la Commission qui a pour but principal de renforcer et complémenter le système ETS pour éviter toute fuite de carbone. La fuite de carbone, c'est le fait que des installations qui produisent des biens qui émettent beaucoup d'émissions CO2 surtout, sont construites à l'étranger dans le but d'éviter le système ETS et pour éviter du coup les coûts associés à ce système. Ce qui contribue en fait souvent à une production supplémentaire et plus intense de CO2 ou bien d'autres gaz à effet de serre comme nitrous oxide et les perfluorocarbones.
Donc, le système, du coup, concerne toutes les émissions de biens spécifiques qui sont importés en Union européenne et aussi dans d'autres pays de l'EEA, c'est-à-dire la Suisse, la Norvège, excusez-moi, je me suis trompé. Euh, En fait, tous les imports venant en dehors de l'Union européenne et des pays EEA, c'est-à-dire la Norvège, la Suisse, le Liechtenstein et l'Islande, tous ces imports sont concernés. Donc, par exemple, de la Turquie, de la Serbie, de la Chine, de l'Inde, et tous les imports qui sont une valeur supplémentaire à 150 euros. Les imports, on va le définir après ce que ça veut dire exactement un import. Euh, pour le CBAM, on distingue en fait entre deux phases. On a une phase de transition qui a commencé le 1er octobre passé et qui se terminera le 31 décembre 2025. Et on a une phase définitive qui commencera du coup en 2026 et qui va perdurer jusqu'à la fin du système. Du coup, les gaz à effet de serre qui sont concernés sont dans cette phase transition. On va uniquement parler de la phase de transition dans ce webinaire. C'est le dioxyde de carbone, j'ai oublié le mot français pour nitrous oxide, et les perfluorocarbones, qui sont souvent produits lors de la production d'aluminium. Les acteurs qui sont concernés sont surtout les importateurs qui, du coup, veulent avoir les marchandises en Europe à partir de l'étranger, les représentants en douane indirecte qui se chargent souvent du dédouanement et les parties tiers. Les parties tiers, je vais un peu décrire ce que ça veut dire après, mais ce sont en gros des parties qui proposent un service CBAM, c'est-à-dire pour remplir, par exemple, le formulaire en ligne. Voilà, pour vous. Les marchandises du coup qui sont concernées sont le fer et l'acier, les fertilisants, l'hydrogène, le ciment, l'aluminium et l'électricité. Toutes les marchandises du coup qui sont importées à partir de l'étranger qui rentrent dans ces catégories, mais plus spécifiquement dans ces catégories et qui correspondent au code CN. CN, c'est la nomenclature combinée. Donc ici, vous pouvez voir des exemples de marchandises qui sont concernées. Pour le fer et l'acier, on pouvait voir ici des produits assez typiques. Pour le ciment aussi, il y a tout ce qui est du clinker, du Portland cement et tout ce qui est alumineux. Pour l'aluminium aussi. En ce qui concerne l'électricité, par exemple, vous voyez que c'est typiquement que l'électricité et pour l'hydrogène, simplement l'hydrogène. Ce qui concerne le Luxembourg, on a surtout un apport de fer et d'acier et d'aluminium. Vous pouvez voir ici que en ce qui concerne le fer et l'acier, on a des exceptions comme par exemple tout métal où il y a du silicone dedans, du vanadium, du molybdénum, tout cela sont typiquement exclus. Et aussi, tout est exclu ce qui est des produits secondaires euh, qui a été produit lors de la production d'un produit principal, ce sont des restes finalement, le ferrous scrap. Donc, ce qu'il faudra faire pour le CBAM et sur le registre, ce sera déclarer toutes les émissions associées à la production de ces produits qui sont importés. Qu'est-ce qu'on veut dire avec émissions? En fait, le règlement 2023-956 de la Commission dit que les émissions intrinsèques, embedded emission, définit toutes les émissions directes et indirectes. Direct veut dire tout, tout, euh, tout le fuel qui a été utilisé, donc toute essence, tout carburant qui a été utilisé pour chauffer le bien, pour pouvoir le transformer. Et aussi, tout ce qui est indirect, c'est en fait l'électricité qui a été utilisée pour produire le bien. Aussi, dans l'annexe 4, en fait, il est précisé que est inclus dans les émissions intrinsèques tous les précurseurs. Donc, les précurseurs, c'est à partir de, par exemple, pour l'aluminium, à partir de bauxite, ou pour l'acier, à partir de la transformation aussi de la production de fer, si on veut, par exemple, produire de l'acier. Tout ça, il faut inclure toute la chaîne de production dans les émissions. Dans les valeurs par défaut que je vais donner par après, il y a tout qui est inclus dedans. Mais par après, ça deviendra peut-être un peu plus compliqué, mais comme dit, c'est pour le futur, ça, on va pas encore en discuter aujourd'hui. Donc,
il faut déclarer toutes les émissions intrinsèques liées à l'importation des biens sur une plateforme centralisée, c'est-à-dire le registre CBAM. Il y a maintenant des registres pour chaque pays, un registre pour chaque pays auquel vous aurez accès si vous avez un numéro EORI luxembourgeois. Si vous avez un numéro EORI étranger, vous n'aurez pas accès au registre luxembourgeois. Et du coup, vous devez aller dans le pays respectif. Mais l'avantage, c'est que avec votre EORI luxembourgeois, vous avez la possibilité de déclarer tous les biens que vous avez importés dans n'importe quel pays de l'Union européenne. Du coup, il faut un seul accès sur la plateforme centralisée pour faire toutes vos déclarations. Donc, comme évoqué, il faut effectuer toutes les déclarations que vous pouvez voir ici. Il faut en effectuer 9 en tout des déclarations. La première, c'est sur la période qui vient de se terminer, c'est-à-dire du 1er octobre au 31 décembre. Tous les imports que vous avez effectués à ce moment-là qui concernent un bien CBAM doivent être déclarés avant le 31 du 1 2024. On a encore 15 jours du coup pour faire cette déclaration. Il faudra du coup utiliser des valeurs par défaut. Attendez. Donc, vous pouvez voir ici que chaque déclaration concerne les 3 mois précédents et vous avez toujours un mois pour effectuer la déclaration. Aussi, à noter qu'il est important de faire la première déclaration avant le 31 du 1 2024 parce que vous aurez la possibilité de corriger les informations. Le plus important, c'est de faire la déclaration. Par après, on peut corriger si nécessaire, ce qui sera probablement dans beaucoup de cas parce que c'est pas évident de correctement remplir les déclarations la première fois, mais vous aurez 6 mois pour le corriger, donc jusqu'à la 3e déclaration. Pour la 2e déclaration, vous aurez aussi la possibilité de le corriger jusqu'à la 3e déclaration. Et par après, pour chaque déclaration que vous allez faire, vous aurez 2 mois où vous pourrez le corriger. Donc 2 mois après cette déclaration, 2 mois après cette déclaration-ci. La dernière déclaration aura lieu en 2026 sur les dernières émissions de 2025. Là, on sera déjà dans la phase définitive où on aura encore associé la vérification et les certificats. Actuellement, il n'y a pas de vérification directe d'un vérificateur sur site pour dire que les émissions effectivement sont ce qu'elles sont. On utilise du coup les valeurs par défaut pour l'instant. Et il n'y aura pas de certificat, donc de remise de certificat MACF, comme c'est pour l'ETS par exemple, qui sera nécessaire. Au moment où vous allez rendre votre rapport sur le registre, il sera contrôlé par la commission et la commission va rentrer en contact avec nous pour toute correction éventuelle. Nous aussi, on aura la possibilité de regarder les rapports, mais ce sera principalement le travail de la commission en premier lieu. Donc maintenant, pour accéder à ce registre, la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on a importé des marchandises CBAM? Est-ce qu'il faut déclarer des émissions associées aux marchandises qu'on a importées? Typiquement, quand vous importez, il y a depuis le 1er octobre la douane qui vous informe si jamais vous avez un bien CN, un bien CBAM, excusez-moi. Donc, il y a 3 choses à considérer, c'est que le système ne regarde que si vous importez un bien CBAM. Pas est-ce que la valeur est au-dessus de 150, est-ce qu'il fait partie des codes qui sont exclus et de quel pays est-ce que ça vient. Vous recevez le message, peu importe. Après, il faut bien sûr évaluer, est-ce qu'il faut réellement faire la déclaration? Si jamais vous avez des questions à ce niveau-là, vous pouvez toujours nous poser des questions, mais normalement, il s'agit de regarder avec votre représentant en douane indirect qui va pouvoir vous en informer. Il faut aussi que vous constatiez avec votre représentant en douane indirecte, si vous en avez un, de qui va s'occuper de la déclaration CBAM. Parce qu'il faut qu'une seule entité uniquement remplisse le rapport, on veut éviter tout duplicat. Du coup, vous posez la question qui déclare. On a développé un arbre de décision à cette question que vous allez pouvoir utiliser. La première question que vous posez, c'est est-ce que j'ai importé un bien CBAM? Est-ce qu'il a une valeur supplémentaire de 150 euros? Dans la présentation par après sur le registre, je vais vous donner des exemples concrets de euh, que veut dire un batch. Et ensuite après, est-ce que ça a été produit en Union européenne ou bien en Suisse, Islande, Norvège et Liechtenstein?
Si la réponse est non, dans ce dernier cas-ci, vous devez faire une déclaration CBAM. La question suivante que vous posez, c'est est-ce que j'ai un représentant en douane indirecte? Si oui, et qu'en plus celui-ci vous propose un service CBAM, il suffit de lui demander, il va pouvoir se connecter et faire votre déclaration pour vous. Si vous avez un représentant en douane direct, il n'a pas le droit de faire la déclaration CBAM. Dans le cas où vous n'avez pas de représentant, par exemple, ou qu'il ne propose pas le service, alors vous allez devoir faire la déclaration par vous-même. À ce moment-là, vous avez du coup la possibilité de rentrer en contact avec un tiers parti, une compagnie, une entreprise qui propose un service CBAM, et vous allez pouvoir lui donner accès à votre compte par délégation. Plus de détails à ce sujet encore après. Un dernier cas de figure, c'est si vous êtes une personne, un individu, donc pas une entreprise. Alors à ce moment-là, si vous avez importé un bien au-dessus de 150 €, vous devez, un bien CBAM au-dessus de 150 €, vous devez en fait créer un numéro EORI. Vous pouvez avoir, sur notre site internet, on a un accès direct au site de la douane. Ça prend normalement 1 jour pour créer un numéro EORI. Vous devez ensuite après contacter vous devez contacter la douane pour qu'ils associent votre numéro EORI à l'import, si vous ne l'avez pas fait avant bien sûr. Et ensuite après, vous allez remplir, le formulaire comme une entreprise. À ce moment-là, vous allez demander accès, enfin l'entité qui a été définie pour faire la déclaration CBAM entre vous, va demander accès. On a créé un guide d'accès sur notre page web, en français, en allemand et en anglais. Et aussi on a du coup ici le template qu'il faut remplir pour avoir accès pour la première personne et un template pour chaque personne subséquente. Comme évoqué avant, on utilise un système de délégation où la première personne qui a été connectée, ça a disparu. La première personne qui a été connectée, va donner les droits aux autres personnes supplémentaires, que ce soit des employés de l'entreprise ou bien des tiers parties, de pouvoir faire la déclaration en leur nom. Hem, je vous recommande de bien lire le guide parce qu'il va bien en détail de comment on peut se connecter. Je vais maintenant faire une démonstration en supplément aussi de quelles sont les étapes à suivre pour, bien se connecter. Alors, au moment où vous allez demander l'accès, on va recevoir votre lettre, on va créer votre profil et on va vous envoyer un mail de confirmation. De façon optionnelle, vous pouvez aussi avoir accès à un registre test, mais vu, la date, il n'est probablement plus nécessaire de faire ceci. Donc, pour maintenant accéder à cette présentation, ici notre page principale. Mon collègue va vous la mettre dans le chat maintenant. Très bien. Voici notre page principale. Il y a une description de la plupart des choses que j'ai décrites maintenant déjà. Hem, Au moment de l'accès au registre, vous devez d'abord vous concerter effectivement qui va avoir accès au registre et ensuite après vous allez sur le guide et le premier élément qui vous est indiqué, c'est de créer un EU-login. Avec l'EU-login, nous on crée votre profil sur le registre. Il est associé avec cet EU-login qui est utilisable pour plusieurs applications. Donc quand vous appuyez dessus, vous arrivez sur ce compte-ci. Je vous recommande toujours d'essayer d'utiliser ce lien spécifique pour créer les login parce que si jamais vous essayez, par exemple, de vous connecter sur le site de production et que vous donnez les informations alors que vous n'êtes pas inscrit, il va vous référer aussi sur les login, mais créer un profil avec cet intermédiaire va souvent causer des problèmes. Du coup, il faut toujours essayer de prendre ce lien-ci pour créer les login. Ce que vous allez faire, du coup, c'est renseigner des informations basiques sur vous-même, utiliser votre mail professionnel. Je ne peux pas utiliser le mien parce que je l'ai déjà utilisé. Vous sélectionnez la box et vous appuyez Create an account. Typiquement, ça prend 60 secondes au plus. Dès le moment où vous l'avez créé, vous arrivez sur cette page. Après un login et que vous avez créé votre page, votre EU login. Vous allez ensuite après sur cette roue ici en haut et vous appuyez sur My Account. Sur My Account, vous avez My Account Details. Tout le reste n'est pas important pour l'instant. Sur My Account Details, le plus important, c'est Unique Identified the Commission, l'UID.
ce numéro-ci doit nous être indiqué sur le formulaire d'inscription sur le registre. Du coup, le formulaire, je vais prendre la version française. Voici le formulaire, le premier pour la première personne, pour chaque entreprise, il faudra toujours remplir ça. Si vous êtes un individu, une personne privée qui a du coup demandé un EORI, il va aussi falloir d'abord remplir ça et le tiers parti qui va faire potentiellement la déclaration pour vous va devoir utiliser le deuxième template ici. Il va encore en parler par après. Donc ce premier template, il faut toujours faire au début une première demande d'accès au registre. La deuxième case est réservée si jamais, par exemple, en 2 mois, vous changez de mail ou bien vous changez de numéro ROI, je ne sais pas, tout ce qui est possible. Alors vous voulez changer les informations existantes et on va changer les informations si nécessaire. Et aussi, c'est bien de nous tenir au courant pour tout changement qui a lieu. Donc vous allez sélectionner ce premier. La plupart des personnes qui auront probablement accès au Luxembourg seront dans la première situation, c'est-à-dire que vous êtes un employé d'un importateur. Cochez uniquement le deuxième si jamais vous faites partie d'un représentant douane indirect, c'est-à-dire quelque chose comme DHL, Agimex, CFL. Du coup, typiquement ici, nom, prénom, nom de l'adresse de l'entreprise, si jamais vous n'êtes pas une personne individuelle, un individu. Ici, vous renseignez du coup l'UID que vous avez trouvé sur votre EU Login. Ça ici, c'est important. Aussi, des erreurs qu'on avait dans le temps, c'est qu'il y a des personnes qui ont indiqué le numéro UID pour le registre test. Typiquement, vous savez que vous êtes sur le bon registre parce que ça commence avec N00. Si vous êtes sur le registre test, il y a 3 zéros. Ça, c'est faux, typiquement. Votre numéro de téléphone, l'adresse professionnelle que vous avez utilisée pour le numéro EID, le nom de l'entreprise si applicable, et votre numéro EORI. Numéro EORI, c'est typiquement LU suivi de 8 chiffres. Vous indiquez encore le paraphe, HF par exemple, et ensuite après, vous remplissez encore la deuxième page, où est-ce que vous l'avez fait, la date et la signature. Et avant de nous l'envoyer, vous devez aussi vous assurer que vous avez un document qui atteste votre statut d'employé au sein de la compagnie, qui doit être signé par votre directeur. Idéalement, un directeur que nous pouvons vérifier sur le registre des entreprises. Mais il ne faut pas fournir de documents du registre des entreprises. Juste un document signé qui atteste que vous faites partie de cette entreprise. Maintenant, on a des cas de figure un peu plus spéciaux. Par exemple, si vous êtes une entreprise mère et que vous avez 3 entreprises pour lesquelles vous voulez faire la déclaration, alors vous avez besoin de remplir ce document 3 fois. Vous remplissez le numéro EORI et de l'entreprise qui sont différents à chaque fois. Et vous fournissez un document comme quoi, effectivement, la personne que vous avez définie a le droit de s'occuper de votre entreprise, même s'ils ne sont pas employés directement chez vous. Au moment où vous avez rempli ces documents, vous avez le droit de nous l'envoyer pour qu'on puisse dire si tout est rempli correctement. Et dès le moment où c'est validé, si vous avez des doutes, bien sûr, seulement, on va vous valider que vous puissiez l'envoyer. Et dès réception de la lettre, on va créer votre compte, vous répondre par mail que c'est bien créé, et ensuite vous aurez accès au registre. Alors, il y a bien sûr des choses à noter. Typiquement, quand vous avez accès au registre, il y a des problèmes qui existent actuellement, notamment si votre compte EU-Login, ça c'est plus pour des EU-Login qui sont déjà à un certain âge, qui utilisent en fait le Customs Decision System de de la Commission. Donc, en fait, il n'y a pas de compatibilité actuellement entre un EU Login qui est déjà utilisé pour le Customs Decision System et un qui doit aussi être utilisé pour le, le registre. Dans ce cas-ci, je dois vous dire qu'il faut prendre un mail différent, créer un EU Login différent et indiquer celui-ci. Parce que le problème ne sera que réglé fin février selon le support de la Commission. Aussi, un autre problème qui a été rencontré plusieurs fois, c'est qu'il y a un problème avec les cookies parfois qui semblent se souvenir de la page web du registre et qui vous
indique de donner le username et le password, mais ça ne fonctionne pas. La seule façon de régler le problème pour l'instant, c'est d'utiliser une fenêtre incognito ou un autre browser. Une fenêtre incognito, au cas où ce n'est pas connu, on l'utilise comme ça ici en appuyant sur Incognito Window. Donc, ça, ce sont tous les problèmes pour l'accès au registre. Et ensuite, à ce moment-là, dès le moment où c'est validé, vous avez accès au registre. Au moment où vous avez accès au registre, il y a un lien universel pour tout déclarant, que ce soit un représentant douane en direct, un tiers parti ou bien un importateur. Vous appuyez sur ce lien-ci. Vous arrivez ensuite sur cette page. Sur cette page, il faudra indiquer ce que vous êtes. J'ai mis ici un sommaire pour les lecteurs en anglais et en allemand. Je vais mettre, dès que la session sera terminée, je vais mettre le PowerPoint en ligne. Vous aurez accès directement avec tous les liens. Du coup, pour avoir accès au registre, il y a 3 façons de remplir cette première page. Le premier, c'est si vous êtes un importateur, vous allez être inscrit en tant que Economic Operator, la première personne qui a demandé accès. Celle-ci va du coup indiquer son numéro EORI, le Luxembourg, Type of ID aussi EORI number. Et aussi, ce qui est important, c'est de dire que vous êtes myself, moi-même, et vous cochez la case. Vous ne devez pas appuyer sur The following natural legal person with si vous êtes la première personne qui s'est inscrite pour votre entreprise. Dans le cas d'un représentant douane indirect, la seule différence, c'est d'indiquer représentant douane indirect dans la case du milieu. Si vous êtes du coup un employé supplémentaire ou bien un parti tiers, il y aura le système de délégation. Dans le système de délégation, ce que vous faites, c'est que vous allez indiquer employee, ID. Le ID, vous la renseignez du coup sur le... J'ai oublié de faire ça par après, excusez-moi, on va vite le faire. Donc si vous êtes un employé supplémentaire, le forme à remplir est très similaire à la forme à remplir pour la première personne, avec la grande différence que vous devez renseigner votre EID. Donc, c'est le numéro sur votre carte d'identité. Il ne faut pas nous donner de copie de votre carte d'identité, juste écrire le numéro parce que c'est ce que vous allez utiliser pour vous connecter. Vous ne devez aussi pas fournir de certificat d'employé parce que avec le système de délégation, c'est le premier inscrit sur le registre qui va vous donner les pouvoirs de faire la déclaration. Dans notre guide, on a une rubrique qui est dédiée à l'ajout des employés supplémentaires. D'abord, vous nous envoyez le formulaire rempli, on crée votre profil. À partir du moment où votre profil est créé, vous allez avoir accès à un lien légèrement différent qui doit se terminer ici en adminnext. Et sur ce lien, vous avez la possibilité d'effectuer le système par délégation. Je ne vais maintenant pas faire de démonstration directe de ça. Les exemples de personnes qui ont utilisé le système, ça semble avoir bien fonctionné avec le guide. Et aussi, j'ai besoin de 2 personnes, du coup, c'est un peu difficile logistiquement à présenter. Mais avec le guide, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Si vous avez des problèmes, contactez-nous. Le helpdesk, c'est Regelmin AEV-ETA, c'est typiquement moi qui vais répondre. Vous pouvez aussi nous appeler à ce numéro-ci. Donc, vous allez du coup remplir en indiquant EID et ici le numéro de votre carte d'identité. Et vous allez appuyer sur l'option The following natural legal person with. Et ensuite, vous indiquez ici les mêmes informations que ce que doit indiquer la première personne, c'est-à-dire Economic Operator, EORI Number et le numéro EORI. Ou bien ici, Customs Representative si vous êtes un employé d'un représentant en douane indirecte. Et le moment où vous avez accès, je vais maintenant vous faire une petite démonstration du registre, des descriptions de tous les cas et de ce qui pourrait avoir, ce qui peut être sélectionné est normalement déjà bien décrit dans ces 2 guides. Le premier, c'est un guide visuel qui a été fait par la commission qui dure 2 heures. Et le deuxième, c'est un guide écrit où si jamais vous hésitez ce qu'il faut mettre dans une case, la plupart des cases sont assez bien décrites, mais il y a encore des exceptions que je vais essayer de décrire dans la présentation que je vais faire maintenant. Donc,
Si vous êtes, si vous, quand vous connectez sur le registre, moi je vais le faire sur le registre test parce que je n'ai pas de EORI valable pour le registre live. Donc je m'inscris, je suis redirigé sur les logins. À partir d'ici, je m'inscris. Je suis redirigé. Si à ce moment-ci vous avez un message d'erreur, c'est typiquement parce que vous avez fait une petite erreur sur le Wi-Fi, la première page. Donc au moment où vous arrivez sur le registre, ça c'est la première page. Ici sur My Quarterly Report, vous allez faire votre déclaration. Il faut typiquement faire une seule déclaration, mais avec plusieurs déclarations dans une déclaration. La première chose que vous devriez faire par contre, c'est en fait aller chez opérateur, c'est-à-dire ça ce sont les producteurs des biens CBAM que vous avez achetés ou vous avez importés. Vous allez devoir créer des profils que vous allez pouvoir réutiliser par après. Donc ça, cette section-ci, c'est dans un but de faciliter l'opération. Ici, j'avais déjà créé par exemple un opérateur qui est situé en Corée. Donc ici, j'ai créé un exemple. Dans mon exemple, du coup, il y a 3 imports qui ont eu lieu. Moi, je suis l'importateur Latim Rollecra. Le représentant, c'est DHLS ou bien Motorways. Et le producteur, du coup, c'est Samurai Steel, que je vais maintenant utiliser en premier lieu. Il faut connaître idéalement en fait l'adresse de l'opérateur et l'adresse des installations où exactement les biens ont été produits. Donc dans mon cas ici, par exemple, les choses que je vais devoir référencer sur cette première page, c'est l'ID. Donc ce genre d'information, normalement, c'est référencé sur, par exemple, la fiche que vous avez achetée. Et aussi, si vous ne connaissez pas, c'est pas grave de l'indiquer, de mettre peut-être une erreur et ensuite après de le corriger par après parce que vous aurez l'occasion. Évidemment, bien sûr, c'est correct dès le début, mais c'est un champ obligatoire et le plus important, ce que je veux dire avec ça, c'est qu'il faut remplir le rapport avant le 31, même s'il y a des erreurs dedans. S'il y a des erreurs, vous aurez la possibilité de changer par après. Donc, vous essayez au mieux d'informer tout ce qui est nécessaire. Vous indiquez le pays où ça a été produit. La ville aussi, c'est obligatoire. Dans ce cas-ci, on a l'opérateur qui est situé à Tokyo. Toutes les informations supplémentaires, je les ai, mais je ne vais pas les écrire maintenant parce que ce n'est pas nécessaire. Il est obligatoire d'avoir une personne de contact que vous pouvez référencer, l'email et le téléphone. Ici aussi, si jamais vous ne les avez pas tout de suite, vous pouvez remplir d'autres informations et corriger par après. Et ensuite, après, vous allez appuyer sur Créer. Si jamais il y a une erreur, vous aurez un message d'erreur. Donc là, j'ai créé mon opérateur. Ensuite, après, vous allez créer sur les installations parce que tout opérateur, typiquement, il y a un siège social que vous allez indiquer sur Operators et les produits eux-mêmes ont été produits sur une installation. Donc là, on va créer une installation en appuyant sur le bouton ici. Chaque installation aussi a un numéro. Ici, dans mon exemple, ce sont les informations que j'ai créées, que j'ai inventées pour l'installation. On a une ID, on a un nom, donc c'est Samurai Steel A, produit au Japon. Et ensuite après, encore toute information obligatoire, il y en a plus. Par contre, ce qui est important, c'est qu'il faut lier son installation à son opérateur. Donc, on appuie sur le lien ici en bas. Et ensuite, après, on sélectionne l'opérateur qu'on vient de créer et on appuie sur OK. À ce moment-là, vous aurez la possibilité d'appuyer sur Create. Un détail que je n'ai pas évoqué avant, vous pouvez changer la langue. Au Luxembourg, actuellement, on a uniquement le choix entre anglais et français. Je vous recommande de toujours rester sur l'anglais parce qu'en français, il n'y a pas encore de traduction qui a eu lieu. Ça, ça va venir encore. Donc, quand vous avez créé votre opérateur et votre installation, vous allez sur My Quarterly Reports, vous allez faire votre rapport. Dans mon cas, par exemple, ici, j'ai fait 2 exemples. Au moment où vous allez soumettre,
ce sera submitted. Et ensuite, après, quand il sera soumis, vous aurez toujours la possibilité d'appuyer sur Amend. Et ensuite, après, vous aurez un statut Under Amendment. Mais typiquement, maintenant, sur le registre, vous devriez avoir ces deux boutons ici, Create et Upload. Petit aparté, j'ai évoqué que idéalement, vous devez vraiment rendre le rapport avant le 31 janvier. Si jamais il est donné que vous n'avez pas réussi, peut-être par manque d'informations sur le CBAM, que vous n'avez pas créé votre profil sur le registre avant le 31, alors vous aurez la possibilité d'appuyer sur Request Delayed Submission. Du coup, nous, on aura une notification et on devra valider le fait que vous puissiez le faire en retard, mais la commission insiste sur le fait que c'est censé être une exception. Idéalement, vraiment que si vous n'avez pas été correctement informé et qu'on n'a pas réussi à vous atteindre pour vous informer sur le CEBA, idéalement, il faut toujours créer et soumettre un rapport, même si incomplet. À ce moment-là, on va appuyer sur Create et la première page que vous aurez, ce sera Header Info. On est dans le Header Info. Du coup, si vous êtes l'importateur de tous les biens, c'est-à-dire vous êtes un importateur et vous allez vous occuper de tous les biens, même si vous avez 3 représentants en douane indirecte, et vous allez faire Importer for all goods. En fait, si vous êtes le représentant en douane indirecte, vous allez sélectionner la deuxième option. La troisième option ne sera que sélectionnée dans le cas où vous êtes un représentant en douane indirecte qui a aussi importé des marchandises pour soi-même, pour sa propre utilisation. À ce moment-là, uniquement la troisième option. Typiquement, on aura les deux premières. Maintenant, vous devez aussi, bien sûr, dire où vous êtes. Nous sommes à Belleval actuellement. Moi, je suis actuellement l'importateur, je suis de la team Rolecra. Du coup, je vais dire que dans toutes les déclarations que je vais faire, j'agis comme déclarant. Ici, la fenêtre Representative, si jamais j'avais eu des HLS uniquement pour tous mes imports, j'aurais pu ajouter ici un Add Representative. Le problème, c'est que j'ai 2 représentants différents. Donc en fait, sur cette fenêtre-ci, je ne vais rien faire. C'est juste au moment où je vais déclarer les biens que je vais individuellement devoir déclarer le représentant en douane indirecte. Ici, c'est le Header Info, c'est quelque chose qui s'applique automatiquement à tout. Du coup, on ne veut pas l'appliquer à toutes les déclarations. Competent Authority, il ne faut rien indiquer. Signature, c'est typiquement quelque chose qui est rempli à la fin quand on a terminé toute la déclaration. C'est la dernière chose qu'on fait. Donc, dans ce cas-ci, ça va se faire aujourd'hui. On va tout cocher. Belleval. Les 2 derniers, je vais les indiquer par après. Et vous pouvez aussi tranquillement, constamment sauvegarder le document. Là, il va dire que je ne peux pas sauvegarder parce qu'il manque les 2. Du coup, ça va être fait après. Excusez-moi, ça a été sauvegardé, c'est juste qu'il me dit qu'il y a encore des erreurs dedans. La prochaine chose à faire, du coup, c'est de déclarer les biens. Le premier bien, il faut dire quel est le code CN. Ici, mon premier import, c'est du code C3021010, avec une masse de 13.56 et la procédure 40. Ça, ce sont des informations qui sont typiquement sur votre fiche de dédouanement. On va alors commencer par écrire le code. Je vous recommande d'écrire le code et pas de faire un copy-paste dans cette fenêtre, parce que ça peut causer des problèmes où la deuxième fenêtre ne devient pas disponible. Donc, vous donnez les 6 premiers, et ensuite après vous complétez. Dans ce cas-ci, on est sur 10. La description des biens se remplit automatiquement, et ensuite après, vous devez indiquer d'où ils viennent, à nouveau le Japon. L'area of import sera en fait par définition toujours EU by means of customs declaration. La procédure, dans la grande majorité des cas au Luxembourg, c'est 40 et parfois 0,1. Si vous êtes dans le cas où vous faites un perfectionnement actif ou perfectionnement passif, alors vous devez l'indiquer ici, comme quoi vous l'avez fait juste avant. Typiquement, ce sera 51 ou 54. Dans le cas où vous êtes dans ce cas, vous allez obtenir une fenêtre supplémentaire où vous allez devoir
donner des informations justement sur ce perfectionnement actif ou passif. Il faudra aussi dire à cet endroit-ci quelles sont quelle est toute la masse qui est concernée par le perfectionnement actif de ce code CN. Si maintenant vous avez du coup une partie qui est du si maintenant vous importez du coup ce code, vous importez 150 kilos, mais uniquement 50 kilos sont concernés par le perfectionnement actif, vous allez indiquer ici 50 et dans ce cas ici 100. Mais dans la plupart des cas, ce n'est pas le cas. Vous indiquez ici d'un coup la masse totale de votre import. Non, moi ici maintenant dans mon exemple, je suis sur 13,56 que j'ai importé. La valeur est en tonnes. Et ensuite après, pour cette page-ci, il y a tout qui a été informé. Voilà, pas de perfectionnement actif, ça va juste compliquer les choses au début. Supplementary, il n'est pas nécessaire de rajouter quelque chose. Je vais écrire none. Ensuite après, on va devoir rajouter les émissions qui sont liées à notre import. Donc la première chose, c'est le pays où ça a été créé. On indique le Japon. Ici, vous avez l'option, quand vous rajoutez l'installation, c'est-à-dire et l'opérateur, c'est-à-dire vous appuyez sur le bouton, vous avez accès à ce que vous avez créé avant et vous validez. Sur l'installation, vous avez uniquement l'option de ce que vous avez lié ensemble à votre opérateur. Donc cette page-ci est rapidement remplie si vous avez effectué les démarches présentées avant. Dans le domaine émission, vous allez du coup donner la masse de votre bien CN, 13,56 dans ce cas-ci. Là, c'est des tonnes. Et ensuite, après, on commence par les émissions directes. C'est à ce moment-ci qu'on va utiliser les valeurs par défaut. Alors, le registre a été updaté récemment pour en fait vous les donner directement. Vous n'avez pas besoin d'avoir la fiche juste à côté de vous. Donc, au moment où vous appuyez Other Methods Including Default Values, vous avez cette fenêtre aussi qui apparaît, qui vous indique que pour le bien CN que vous avez déclaré, c'est 1,93, 1,93 tonnes par CO2 de votre marchandise, l'unité de votre marchandise. Du coup, ici, vous allez aussi toujours sélectionner Commission Rules. Et ensuite, après ici, vous rajoutez du coup la valeur 1,93. Et on est en tonnes, toujours automatiquement. Les valeurs indirectes, c'est le même principe. Vous indiquez valeur par défaut. Il vous indique les valeurs par défaut. Vous les inscrivez ici dans cette case ici, 0,29 dans ce cas-ci. La source d'électricité, idéalement, c'est connu. Mais si jamais vous ne savez pas, sélectionnez un des trois et ensuite vous allez le corriger par après. Receive from Wiki est le plus souvent correct. À ce moment-là, cette page-ci est déjà bien remplie. Puis vous allez sur Parameters et en fonction des biens que vous importez, cette page-ci sera différente, elle aura des sélections différentes. La plupart, il n'y a pas de sélection supplémentaire, il n'y a aussi rien qui est obligatoire. Néanmoins, il se trouve qu'il y a si maintenant j'appuie sur Validate, il va me dire qu'en fait, il y a des problèmes. Ah, à moins que ça ait été réglé le problème. Oui, on dirait que le bug a peut-être été réglé. Mais si jamais il n'a pas été réglé et que c'est un coup de chance, ici, il ne faut jamais appuyer sur Default Values, parce qu'appuyer sur Default Values, ah, non, ils ont réglé le problème depuis hier, parfait. Top. Top. Bon, idéalement, n'appuyez rien. Si jamais vous avez la valeur, c'est idéal, mais sinon, il faut tout simplement rien remplir à cet endroit-ci. Dans le temps, il fallait aussi indiquer ici absolument quel était le non-iron content et il fallait appuyer 0. Visiblement, ça a été réglé. Donc, si jamais vous rencontrez un problème, vous avez des messages d'erreur, alors il faut faire ceci, tout simplement. Mais sinon, on peut l'oublier tout simplement cette page. Si jamais vous avez des informations sur un carbon price due, c'est-à-dire
Au Japon, par exemple, le producteur, il a peut-être déjà payé une taxe ETS, alors il va pouvoir vous donner la fiche et vous allez pouvoir l'informer ici. Dans la phase de transition, c'est surtout à titre informatif. Il n'y aura pas de déduction, il n'y aura rien à payer en ce qui concerne les émissions directement. Il faut uniquement payer quelque chose dans le cas de pénalité. Plus d'informations à la fin encore. Euh, je- oui, si vous avez des valeurs réelles, vous pouvez les informer ici directement. Euh, J'estime que c'était une question pour Parameters. Alors, je vais maintenant pas donner d'exemple. Typiquement, c'est assez intuitif, je pense. Vous devrez vous indiquer le pays, le type d'instrument, donc est-ce que c'est une carbon tax, description, donc en quelle currency est-ce que ça a été payé, en quelle devise est-ce que ça a été payé, et ensuite après vous informez tout ce qui a été couvert exactement par ce que vous avez payé. Je vais l'éliminer parce que sinon il va vouloir me demander que je remplisse tout. Ici, c'est obligatoire de remplir aussi ce champ. Là, j'ai rempli avec non avant, juste pour qu'il ne me donne pas de message d'erreur. Ici, vous avez la possibilité en fait de rajouter le document Excel par après. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, donc on va dire qu'il ne faut rien rajouter en supplément pour ne pas compliquer l'affaire. Vous appuyez sur Validate, il vous dit que c'est validé successfully. Appuyez sur Save pour sauvegarder ces premières données. Et si vous voulez être sûr que ce soit bien sauvegardé, appuyez sur Save et tout de suite après aussi Save as Draft, parce que sinon il se peut que l'information se perde. Dès le moment où vous avez fait du coup cette déclaration, pour moi, c'est la première déclaration. Je devrais encore faire du coup les deux autres déclarations ici, add a good, add an emission, add a good, add an emission, pour pouvoir compléter toute ma déclaration et appuyer sur Submit. Juste avant d'appuyer Submit, ici la signature, je vais du coup informer encore tout ça et je vais appuyer sur Submit à ce moment-là. Je ne vais pas le faire maintenant parce que sinon je n'ai pas possibilité de retourner en arrière pour une autre démonstration potentielle. Il y a probablement des questions maintenant du style qu'est-ce qui se passe si j'ai beaucoup d'imports? Qu'est-ce qui se passe si je suis effectivement, je ne suis pas sûr si ça vaut 150 euros, 150 euros mon bien. Donc, j'ai créé un petit exemple de typiquement les informations qu'on a de la douane, c'est-à-dire vous avez une date d'import, vous avez ici LRN, du coup LRN et MRN qui sont typiquement les numéros associés à votre import, le dédouanement. Vous avez un représentant en douane indirecte, le numéro EORI de le représentant, vous avez votre nom en tant qu'importateur, et ensuite après vous avez aussi votre propre EORI, et encore une colonne de qui est le producteur. Le pays d'origine des biens, des marchandises, le code CN associé, le poids de ces codes CN, et aussi encore le prix. Ça, c'est aussi les informations que nous recevons et que nous utilisons pour juger si une déclaration CBAM doit être faite. Donc, dans le premier exemple ici, on a un apport où il y a eu uniquement un bien qui a été déclaré. Et en fait, vous pouvez voir que le prix, c'est donc 13,30 euros. Alors, on est en dessous de 150 euros. Cette déclaration-ci, il ne faut pas du tout la déclarer. Le deuxième cas de figure qu'on a, c'est ici. Vous avez ces deux marchandises qui ont été importées en même temps. LRN est du coup le même. Et vous avez un code CN qui est différent. Vous avez un prix qui est aussi différent. L'un est 300 euros et l'autre est 68,5 euros. Donc à ce moment-ci, il faut considérer du coup qu'ils ont été importés ensemble et il faut considérer le cumul de ces deux. Dans ce cas-ci, on est à 369 euros, 370 euros en tout. Il faut déclarer les deux, même si celui-ci est en dessous de 150 euros. Si on était dans le cas où le premier était d'une valeur de 100 euros, les deux ensemble font plus que 150, il faudrait aussi les déclarer. Et il faut les déclarer du coup séparément, parce qu'on a des codes différents. Dans ce cas-ci, ça c'est un cas spécial, vous avez 4 imports qui ont eu lieu l'un un jour après l'autre,
qui ont une valeur de plus de 150 €, mais qui ont le même code CN, le même producteur, le même représentant, toutes les informations sont les mêmes. Ce que vous pouvez faire à ce moment-ci, c'est faire la somme de tout ça et excusez-moi, le poids, il faut faire la somme du poids à ce moment-ci. Vous avez du coup 16 et dans le registre, lorsque vous faites la déclaration, vous pouvez indiquer comme poids total 16. Du coup, ça c'est un raccourci, vous pouvez tout déclarer en même temps, il ne faut pas faire 4 rubriques différentes, du coup sur, la page suivante ici. Il ne faut pas faire à 2 gouttes 4 fois, une seule fois suffit. Mais ce qui est important de noter à ce moment-ci, c'est qu'on ne peut que le faire si on a le même représentant, le même importateur, le même producteur, le même country of origin et le même code. Dès le moment où il y a un de ces éléments qui sont différents, il faut séparer la déclaration. Hem, Ici, dans cet exemple-ci, vous, par exemple, remarquez qu'on a le même code, on a tout la même chose, sauf le pays d'origine qui est légèrement différent. À ce moment-là, il faudra faire 2 déclarations. Le premier batch, du coup, c'est les 2 premiers qu'on pourra déclarer ensemble. Ce poids-là, on peut le déclarer ensemble et le cumul de ce poids-là, on peut le déclarer dans la deuxième déclaration. Un autre exemple, c'est ici. Si vous voulez ah oui, un exemple de où je vais faire un filtre en fonction de, par exemple, 7300, 9910. Par exemple, j'ai une énorme fenêtre d'import, je veux faire un filtre, je veux évaluer qu'est-ce que je peux déclarer ensemble, en fonction du code CN. Hem, Ici, je dois faire une séparation en fonction j'évalue, la première chose que j'évalue, c'est qu'effectivement, cet import-ci, il ne faut pas du tout le déclarer pour ce code. On l'élimine du coup complètement. Je dois faire une déclaration pour celui-ci, parce que le producteur est différent. Je dois faire une pour Megamind parce que c'est différent et ensuite après, je dois faire une déclaration pour cet import-ci et pour tous ces imports-là. Juste pour fournir quelques exemples. Ça, si maintenant vous avez des questions à ce sujet-ci, ou bien des exemples que vous voulez parce que vous n'êtes pas sûr, vous pouvez poser des questions. Hem, pour terminer, ici aussi, on a des problèmes potentiels qui ont visiblement été réglés hier, donc cela n'est plus trop important. On rentre avant le 31. Ouais. Donc si jamais vous avez des problèmes, des messages d'erreur sur le registre, à ce moment-là, il faudra probablement nous contacter parce qu'on ne les connaît probablement pas encore à ce moment-ci et ouais. Pour terminer pour terminer, encore la timeline du registre, de la phase de transition. Heu Après, au milieu de l'année, vous pourrez vous attendre finalement à des tas de règlements et de discussions autour de quels sont les prix, et quels seront les prix dans la phase tous les documents qui seront présentés ici concerneront la phase définitive. Donc, combien de coûteront, par exemple, les certificats CBAM, équivalents aux certificats ETS, comment est-ce qu'on va les restituer, où est-ce qu'on va les restituer, qui pourra les restituer, quelles seront les conditions pour être déclarant MACF certifié, et aussi qu'est-ce qu'il faudra faire si on veut être un vérificateur. À noter que si on veut être vérificateur, il faudra le faire, sur des installations dans d'autres pays. Il n'y aura rien qui sera fait en Europe directement. Il y aura des études basées sur les données du registre qui seront publiées et aussi, on va définir, finalement des valeurs plus précises que ce qu'on a sur les valeurs par défaut et aussi on aura une discussion autour des allocations, gratuites comme pour le système ETS et il y a encore des éléments qui ont été fournis par la commission mais qu'on ne peut pas publier officiellement qui viendront dans les derniers moments, petite erreur ici, c'est 2025, dans les derniers moments, de la phase de transition. En ce qui concerne les pénalités, il faut noter qu'on ne va on va essayer de ne pas, donner de pénalité. En fait, il faut pour avoir une pénalité, il faut vraiment ne pas participer au système. C'est-à-dire que vous ne vous manifestez pas, vous recevez plusieurs rappels comme quoi il faut faire le CBAM et
à ce moment-là, sera le seul moment où on va se sentir obligé de devoir donner une pénalité. Et si jamais vous avez une pénalité, elle va commencer à 10 € et en fonction de certains critères, va augmenter jusqu'à un maximum de 50 € par, de par tonne théorique de CO2 émis. Oui, donc comme dit à ce moment-ci, heu, c'est ça. Si vous montrez volonté de participer, si vous nous envoyez des rappels comme quoi vous allez le faire, non, on va pas donner de pénalité. Par défaut, selon le registre, selon le règlement, c'est le reporting declarant qui va, payer l'amende. Dans ce cas-ci, c'est typiquement celui qui a fait le dédouanement, le représentant en douane indirecte. Mais si le représentant en douane indirecte ne propose pas de service, alors nous, on va automatiquement retomber sur l'importateur. Donc ça, c'est tout pour la présentation. Je vous remercie pour votre attention. Je vais maintenant du coup regarder avec mes collègues pour toutes les questions. Patientez s'il vous plaît. Alors, alors, est-ce qu'on peut consulter le Operator ID d'un fournisseur? Certains de mes fournisseurs ne connaissent même pas CBAM. Alors, ça c'est une excellente question. Typiquement, en discutant avec, l'opérateur, le producteur, il faudrait qu'il le dise. On peut consulter. Bonne question. Tous les exemples que j'avais jusque maintenant, on m'a dit que, normalement, on pourrait aussi la trouver en ligne si on inscrit tout simplement le c'est vrai que ça dépend un peu probablement des pays. Question pour trouver l'ID. Ah, c'est bon, ouais, bon, ça, on va encore certainement informer, mais oui, comme dit. Si vous ne le savez pas avant le 31, écrivez une ID que vous pensez être la plus correcte possible et on va le corriger par après. Je vais essayer de concerter dans le cas où vous ne le savez pas avec la commission. Je pense, les questions en anglais, je vais par après d'abord en français. J'ai remarqué beaucoup de questions en anglais aussi. Des questions par le temps de produit de la fabrication d'une marchandise ou de marchandises finies comme les voitures, les appareils photo? Non. Typiquement, effectivement, ce sont plus des produits, bruts. La douane vous informe si vous importez une marchandise CBAM. Si vous n'avez pas eu de mail, alors c'est ou bien votre représentant en douane indirect qui l'a eu, ou bien votre marchandise n'est pas concernée. FTCN code. Ah non, ça c'est en anglais. Comment estimer les coûts du CBAM afin d'anticiper ces coûts dans les budgets achats? Pour la phase de transition, du coup, il ne faut pas anticiper de coûts CBAM. Hem, le coût CBAM sera certainement, calqué sur, le coût de l'ETS. Du coup, vous pouvez déjà voir maintenant le développement du coût de l'ETS. Gilles, kannst du Zeit vom ETS, wat de Preis wie évoluiert? On va vous partager une page, qui montre, l'évolution du prix ETS. Ce sera du coup basé sur ça. Mais en fait, dans la phase définitive, dans un premier lieu, où il y aura une phase de 10 ans où vous allez graduellement devoir payer plus. Au début, vous allez payer 3 équivalent ETS et ça va augmenter jusqu'en 2034 où ce sera le premier moment où vous devrez payer 100 du prix, CBAM calqué sur le prix ETS. Donc si maintenant, par exemple, on a 100 € par tonne de CO2, qu'il faut, payer alors qu'on a importé 1 tonne,
En 2026, ce sera du coup 3 euros. Et ensuite, après, ce sera uniquement 100 euros en 2034 qu'il faudra payer. Euh, ok. Donc, ce sont les personnes qui sont connectées. Alors, je vais éliminer partage d'écran parce que ma fenêtre WebEx ne s'affiche pas bien. Donc, comme ça, je peux voir les questions les plus récentes. Pouvez-vous expliquer ce que sont les certificats CEPAN disponibles à partir de 2026? Comment les procurer et à quoi ils servent? En fait, il n'y a pas encore beaucoup d'informations qui sont données à ce sujet-là. C'est pour ça que j'ai donné la timeline. On ne le saura rien que réellement à partir de mi-2024. Mais il s'agira, en fait, comme dans le système ETS, en gros, pour chaque tonne émise, il faudra restituer un certificat que vous avez du coup acheté sur le registre. Pas sur le registre de transition, sur le registre définitif, vous aurez probablement la possibilité d'acheter tous les certificats MAX que vous allez pouvoir restituer à temps donné. Euh, la liste exhaustive des codes HS, vous la trouvez quand je vais donner maintenant le PowerPoint en ligne. Vous avez du coup un lien direct sur le règlement et dans l'annexe 1, vous avez tous les codes HS qui sont indiqués. Il est possible de donner plus de deux. Alors pour chaque entreprise, on a au début limité à 2 employés additionnels. Pour chaque comme représentant en douane indirecte, vous pouvez faire plus si jamais la charge est effectivement lourde. Mais c'est plus en fait d'un point de vue pratique pour nous si on a beaucoup d'inscriptions en même temps pour ne pas passer trop de temps sur une seule inscription. En fait, dès le moment où tout le monde sera inscrit, vous aurez la possibilité d'en enregistrer plus que 2 supplémentaires. Mais ça, ce sera rien qu'à partir de février qu'on va le donner la possibilité. Euh, pour l'aluminium, j'ai compris que le sebum boundary commence au smelting. Est-ce correct? Oui, tout à fait. Il faut effectivement considérer tous les précurseurs. Typiquement, c'est à partir du moment où on a du bauxite et qu'on produit du unwrought aluminium. Je ne connais pas le nom français pour ça. Mais du coup, dès le moment où on a unwrought aluminium, on le transforme en supplément. Toute l'énergie qui est investie pour transformer cet aluminium est nécessaire dans la déclaration. Toute l'énergie qui est utilisée pour le fondre est nécessaire dans la déclaration. Dans le cadre d'une entreprise comme Voslo, qui a plusieurs sites en Europe et qui importe depuis l'Inde, la Chine, est-ce cette possibilité d'utiliser un Soliori? Oui, c'est tout à fait possible. Si vous avez, lors de l'import des marchandises partout en Europe, vous avez utilisé le même numéro EORI, vous pouvez déclarer avec ce même numéro EORI sur le registre luxembourgeois. Alors, pouvez-vous expliquer? Non, ça j'avais déjà. Comment estimer les coûts? J'avais. Petite question. Ok. Le tableau Excel des importateurs d'une entreprise peut-il être fourni par la douane? Cela permet d'avoir une liste complète et travailler plus rapidement. Euh, c'est une bonne question, mais en fait, je ne suis pas exactement sûr ce que la douane vous fournit directement. Ça, c'est une information qui ne m'est pas connue. Moi, normalement, je peux vous partager les informations. Si vous nous envoyez un mail et que vous n'êtes pas sûr, je vais faire un filtre. Je vous envoie les informations qui vous concernent uniquement. Comme ça, vous pouvez être sûr que vous êtes concerné par le CEPA. J'ai déjà plusieurs entreprises qui nous ont écrit, qui n'étaient pas sûres, ou on n'avait pas d'informations. Je devrais effectivement rajouter à ce moment-ci une information importante, c'est qu'en fait, on n'a pas accès aux informations de pays non luxembourgeois. C'est-à-dire que si vous importez en Belgique, vous pouvez déclarer au Luxembourg, mais moi, je n'ai pas l'information. À ce moment-là, ça vous revient. Euh, nous sommes en discussion de peut-être effectivement faire de sorte qu'on ait toutes les informations d'import en Europe, mais ça, c'est encore un système qui doit se développer maintenant dans cette phase de transition, si jamais il aura lieu.
Donc, si maintenant vous voulez de moi des informations sur vos imports en Hongrie, en Belgique, en Allemagne, je ne vais pas pouvoir vous aider directement. Je peux juste vous donner accès au registre et vous informer comment correctement remplir les informations sur le registre. Maintenant, bien sûr, si c'est un cas un peu plus complexe, on peut rentrer en contact avec les autorités des autres pays et regarder si vous êtes concerné. Alors, le transport, par exemple, non. En fait, le CBAM ne concerne uniquement la marchandise, la production de la marchandise et les émissions directes et indirectes. Indirect ne concerne que l'électricité. Donc, tout ce qui est transport, à peu importe quelle instance, que ce soit dans l'entreprise, chez l'entreprise de fabrication, le transport vers l'Union européenne, il ne faut pas considérer les émissions CO2 liées à ceci. Ça, c'est probablement pour le futur, mais actuellement, il n'y a aucune discussion à ce sujet. Direct. Ouais. Je crois que je vais passer aux questions en anglais, mais on pourra toujours encore répondre à des questions en français si elles se rajoutent. So to answer the questions in English that I can see for now, would you mind to clarify again what do you mean by a document that proves that I am employed within a company signed by a director? It's usually just a sheet filled. You create a Word document, you put in the address of your company, you put in a title, object, certificate of employment, you write a text that written by your director that you as an employee are employed at this company since you can give a date since when you have done it, since when you are employed, and also in what position you are employed. And then this is signed by the director that we can check on the registry of entreprise from Luxembourg. So just the person that whose identity we can confirm. Yes, that's about it. It's a simple document, just that we have certification that you are employed at this company. Is it possible to automate the process? So there is a possibility to automate the process, but I wouldn't say it's very highly automated. When you go to the page of, I'm going to share my screen again. When you go to the CBAM page from the Commission, you have here XSD format. So when you download this is something that you can input, upload on the registry, and it will input everything. This would work in the way that you ask, but the problem is that in this XSD report structure, you also have to type manually every information. So it doesn't change too much, and it's something to get used to. I have not yet tried it out by myself, but in order to use it, you go to my quarterly reports. And then you push here on upload. And then it asks you to put the filled XSD format. An explanation on how to use this XSD format can be found in the webinar that is here. Aluminium sector, cement sector. It's a 2-hour presentation where it's explained in detail how to use it. Well, not too much in detail, but enough details so that you could use it for yourself. Next question would be, what if the goods are produced in the European Union but exported to a seller in UK, and then the UK-based vendor sells that to a company based in the EU? Does the company still need to file CBAM? No. If it was produced in the EU, there is no need to do a CBAM declaration. We've asked a similar question to the Commission, and as long as it wasn't transformed in the UK, just resold,
then the emissions are already accounted for and there is no need to make a declaration about this import. If I'm not quite sure exactly how the Commission knows it by now, but if they were to indeed declare that you say that you have missed the declaration, we would investigate, check that indeed it was just restored in the UK, and we would likely validate the report as is. So be reassured there is no need to make a declaration about the CBAM product where the emissions are already accounted for. Is the operator the reseller who sells us the good or the actual producer? Well, it can be both. Ideally, the operator is indeed only the producer, as far as I understood. That's a question, though, that merits a bit more attention. If now you have a seller that already bought it from a producer, that makes it, of course, a bit more complicated. Ideally, it's the producer, but I can imagine maybe that on operator you write the reseller, but on installation it will be the producer no matter what. I will check if reseller is a possibility to put in operator, as I'm not perfectly sure if it's allowed. What if the goods are produced in the EU but exported? No, already done that. What do you mean by country of origin? The shipping country or the country where the goods were realized fulfilling the origin customs rules? So when we talk about the operator, this is usually the seat of the company, but we would like to consider that every company has a major seat in every country. So usually the installation and the operator are in the same country. In my case, it was in Japan in both times. But let's say that Samurai Steel was mainly situated in China, you would still need the address from the main seat address from Japan. Yes. Next question. Okay, clarified. Employed by a director. Yes, I will have to talk with the Duan because I'm not with the customs because I'm not exactly sure what kind of information you they have given to you, or if you have a résumé. Gilles, kannst du Dinge so ein bisschen aufsetzen? Petite question, parle-t-on ici de produits NTP LUCCS seems to not have the possibility to download export data from old declaration. How to have a file as shown? Yeah, good question. I believe for now it is expected of you to keep your data and to then regroup it by yourself. I will check with the customs if it's possible to get everything together or to have it indeed facilitated. I asked them yesterday which information I'm even allowed to share, so I will have to check. What if the CN code is same but different producer? How is this submitted on the registry? The CN code is the same but different producer. Well, then you have to do two declaration with the same CN code and indicate a different producer. So on the registry, let's go to the declaration, to the draft, just to be sure that I don't make a mistake. You would do first edit first, goods imported. You would add a good where you indicate the CN code, where you declare everything.
Well, excuse me, I'm not sharing the window. Gonna do that. So so you indicate the representative at that point, the goods imported, and then you add the emission, and then you have to do a second good, second time add a good. I think it doesn't let me add a good if I haven't completed the second one. So I'm going to do that quickly. Maybe use the other example. 761999 then 90 Japan procedure 40 tons. Yes, you have to add the representative. I forgot to do that before, I think. Okay. Then you add the emission. Real production in Japan. Anything goes. Done. Okay. That should be everything. That's good, that's good, that's good. Validate. Representative. Yes. LU. Let's say it's in Luxembourg. Okay. At this point, you would add a second good where the only thing you would change, I forgot what it was, the importer or the producer. Then on emission, you would say that the installation is different. That's why you have to add a second good. This is the element that changes. The rest is the same, but you have to keep in mind that, excuse me, on the second one. Why doesn't it let me choose it? Yes, it was already selected. Okay, everything is already on there. Yes, yes, just two different. Can we have a report regarding this meeting? This meeting, I was. When you say report, what exactly do you mean? Do you mean it's enregistré in English? I Yes. already answered this in the chat, and I told him Yes. the meeting was recorded, and then Thank you very much. it will be available on the internet and available as you want. As soon as possible, Yeah. we'll put it on there. We'll just cut the beginning and maybe the end, a few minutes, and put it on as soon as possible. Is it possible to use the Excel file template provided, completed, saved in HLM file version, and then uploading it? No, it's not possible. The Excel file will only be a basis to use. We'll show briefly for the Excel sheet how you will use it. Just to give an example, when you will have the Excel, screen still shared. That's the wrong one. When you will have the Excel,
you will have to fill in installation data, emission installation information here. And on the summary communication, you will have a summary. And this summary that is here, that's the information you will have to input manually on the registry. This example here, I cannot present it because it's there are some errors in it and it's incomplete. But usually it's this last tab, the summary communication, that you use as a basis, only as a basis. When the importer, when the producers write all the information, it is for you to give precise information about the imports on the registry, but manually. Le point le plus critique pour nous est de trouver l'idée du fournisseur. Où pouvons-nous trouver cette information? J'imaginais qu'en fait, c'est une information qui est sur la plupart des documents, c'est-à-dire il y en a une adresse du producteur ou bien, vous pouvez demander au vendeur. Hein, c'est une bonne question, je ne suis pas sûr exactement comment vous recevez. Normalement, contact avec le producteur ou bien on le trouve en ligne. Dans certains cas, j'avais fait des vérifications en ligne, j'avais écrit le producteur et j'avais trouvé une ID, un peu comme pour le Luxembourg, on trouve parfois le numéro EORI, par exemple en association avec certaines pages web. On peut le trouver assez facilement. Dans ce cas-ci, je vais encore m'informer, je vais essayer de compléter un document, je vais peut-être faire un question and answers qui sera collé ensemble avec la présentation sous forme de vidéo ou du support matériel ou bien des informations où on peut trouver ce genre d'informations et bien décrit. Je vais envoyer cette question tout de suite à la commission ce matin. Je ne suis pas exactement sûr en fait ce que c'est l'Operator ID parce que chaque pays, dans les quelques exemples que j'avais vus aussi dans les présentations de la commission, sont légèrement différents. Pour ce qui concerne l'Union européenne, en fait, le numéro EORI suffisait à être utilisé au début. En ce qui concerne l'opérateur, pas pour l'installation. Pour l'installation, c'est un numéro plus précis. Mais do we have to fill the LRN number in the declaration? No, it does. You don't need the LRN number. That's more of a reference to know which goods are together because they are one package. You have to indeed, for now, manually record each import with the information that you have. But usually the information that is given from us by the customs is information that you yourself have inserted in the document. Yes, the only real work that is done by the customs, if I understand correctly, is identifying if your good is a CBAM good and then declaring it as such and informing us as such. L'operator ID, oui. Comme dit l'operator ID, ce sera une information que je vais essayer de répondre au plus vite, mais indirectement, via un document que je vais mettre en ligne ou bien directement sur la page web. Est-ce que c'est possible de faire le reporting si je n'habite pas à Luxembourg? Oui, tout à fait. Alors normalement, pour avoir un numéro EORI luxembourgeois, il faut être au Luxembourg, si j'ai bien compris. Du coup, vous avez une personne principale. En fait, il y a plusieurs situations différentes. La première, c'est est-ce que vous êtes une entreprise qui est située au Luxembourg? Est-ce que vous êtes une personne privée qui est importée au Luxembourg mais qui habite en Allemagne ou en France? À ce moment-là, normalement, vous pouvez demander un numéro EORI si vous êtes en France français et vous pouvez faire la déclaration que vous avez faite au Luxembourg en France. Mais normalement, effectivement, si vous êtes luxembourgeois ou situé au Luxembourg, vous demandez un numéro EORI luxembourgeois et vous pouvez faire tout votre reporting. Et c'est plus facile aussi de faire le reporting dans le pays où vous êtes actuellement situé. Exemple concret, pouvez-vous me confirmer que ce numéro 7312 10 65
9 ne fait pas partie du CBAM. Déjà, je vois 10 chiffres, il me semble qu'il y en a un moment que 8 ou je me trompe. Hem, à ce moment-là, je vais me mettre le règlement, comme ça on peut regarder ensemble. Donc quand vous prenez le règlement, CBAM, vous allez dans le règlement, vous pouvez écrire ça, sur Google, vous allez trouver tout de suite le lien. Ah, quand vous allez en bas dans les, annexes, l'annexe 1. Alors ici, vous avez une description de quels sont les codes. Comme vous pouvez constater, il y a effectivement 8. Donc dans votre cas, j'avais lu qu'il y en avait, 10. Ça commence par 7312. Alors 7312, vous pouvez voir ici 7312, 11 suivi de 7318. Dans ce cas-là, le 7312 n'est pas inclus. C'est ça. Donc, pour ce produit, normalement, vous n'avez pas eu de email de la part de la douane au moment où vous avez fait votre déclaration ou au moment où votre représentant en douane indirecte a fait la déclaration. For materials from UK, is a declaration needed? Yes, it is needed. Yes, it is needed. C'est, UK produced goods are CBAM goods. Alors, certains fournisseurs, distributeurs sont réticents à fournir les informations sur la localisation de leur installation aux propres fournisseurs. Que doit-on dans ce cas entrer dans la plateformation si l'information n'est pas connue? Alors, les meilleures informations à ce moment-là seraient de euh, googler, googler les informations principales sur l'entreprise et de donner ça dans Operator et dans Installations. Euh, Là, c'est un de ces moments où on espère que ça pourra être corrigé par après si l'information est erronée, mais commencez par ça et essayez idéalement d'obtenir l'information. Si maintenant vous ne l'aurez jamais, je ne suis pas exactement sûr ce qu'on va faire à ce moment-là. Ça, c'est je vais je vais demander à la commission, mais ces commentaires sont déjà passés plusieurs fois effectivement. Heu, on espère que si le système se démocratise et qu'il devient plus répandu, qu'ils vont fournir ce genre d'informations. Mais je veux dire des informations, géographiques, ça devrait être des informations disponibles, qui ne c'est pas seulement secret. Parce que la commission insiste sur le fait qu'on ne veut pas découvrir les secrets de production, on veut juste savoir les émissions et il n'y a pas vraiment de secret à ce niveau-là. Mais comme dit, informer, du coup, pour opérateurs et pour importateurs, le même siège social si nécessaire, dans un premier temps. Alors, vous avez dit que le coût des certificats CBAM sera 3% de l'ETS en 2026 et augmentera jusqu'à 100% en 2034. Où puis-je trouver cette information et l'évolution chaque année entre 2026 et 2034? Excellente question. J'ai eu cette information lors d'un webinaire il y a un mois. Euh, il se peut qu'entre-temps, cette information ait été rajoutée dans les questions and answers. Mais oui, quel est un mot-clé pour lequel on peut rechercher? C'est vrai que la plupart des questions maintenant, c'est sur la période euh, transition. Excuse-moi. Ah ouais, j'ai oublié quelques questions. Je vais essayer de faire de sorte que je réponde à toutes les questions. Euh, non, oui. Donc, je vais essayer de faire au moins une sorte de semi-rapport, un petit document qui va répondre à la plupart des questions qui ont été posées euh, sous forme écrite. Et pour les questions comme l'opérateur, l'installation, celle-ci aussi, je vais essayer de rajouter un lien qui informera où vous avez cette information. Mais, mais c'est véridique, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce que j'ai raté comme question?
Une question plus récente. Est-ce que les pièces détachées de la branche automobile provenant de l'Angleterre sont concernées par la déclaration CBAM? En fait, ça, c'est un travail qui est fait par la douane. Dès le moment où ils évaluent que oui, c'est fait, ça fait partie. Mais j'insiste sur le fait que les biens, comme ils sont décrits dans les codes CN, sont des, c'est assez rudimentaire. C'est pas encore des produits très finis. On parle maintenant, par exemple, de Essor ou comme ça, c'est typiquement concerné. Mais dès le moment où vous avez, par exemple, une pièce détachée où il y a 30 produits CN dans une seule pièce, je crois que typiquement, c'est pas encore concerné. J'utilise encore parce que c'est le genre de discussion qui se fait, qu'on évalue en fonction des informations qu'on reçoit actuellement. Et dans le futur, peut-être que ce sera inclus, mais actuellement, si la douane ne dit pas que c'est un bien, c'est BAM. Quand vous regardez le code CN qui vous est donné par la douane, ce n'est pas à être déclaré dans la déclaration CBAM. Je repasse toutes les questions. Peut-on considérer le CO2 de l'emballage des marchandises? Non, il ne faut pas considérer l'emballage des marchandises. Uniquement les émissions qui ont été émises suite à la production directe de votre produit dans l'installation et aussi indirecte suite à l'électricité qui a été utilisée. Installation and operator data is required for first reports. Yes, it is required, but as mentioned, if you do not have for now, if you do not have the correct information, just write whatever, you will correct it. I will try to put out a more concrete answer to this question as soon as possible on the document that will be published on our website. Au revoir, monsieur. Dans le cas d'une représentation directement d'entreprise. Dans le cas d'une représentation indirecte de la part de mon entreprise pour le compte d'un client situé en luxe ou en France, la procédure CBAM doit être complétée par le client ou le déclarant en douane. À ce moment-là, alors, donc vous demandez si vous êtes situé au Luxembourg, mais que votre représentant en douane est situé en France. Alors, en fait, votre représentant en douane, qui a un numéro LORI probablement français, peut se connecter sur le registre français et faire votre déclaration sur le registre français. Il est important de comprendre que sur le registre, ce qui lie tout ensemble, c'est le numéro EORI. Donc, si sur la déclaration, il y a le vôtre et celui du déclarant français, alors ça peut être fait sur le registre français. Et si c'est fait sur le registre luxembourgeois, ça ne peut qu'être fait par vous, par contre. Mais il faut se concerter, du coup, si votre représentant en douane indirecte propose le service. S'il ne propose pas, ce sera à vous de le faire. Si vous avez un numéro LORI LU, EORI LU, vous pouvez le faire sur le registre luxembourgeois, du coup. Bon, je repasse les questions en arrière. Texte. Ah oui, ça c'est J qui a répondu. Exemple concret, confirmé. Ça c'est fait. Alors, est-ce possible de faire le reporting si j'habite pas à Luxembourg? L'entreprise est installée à Luxembourg. Euh, oui, oui, si l'entreprise est installée au Luxembourg, pas de problème. Dès le moment où vous êtes une employée ou un employé de l'entreprise, vous êtes inscrit tel quel. Moi, j'ai juste besoin d'un certificat de l'entreprise qui dit que vous faites partie. Si vous êtes un employé supplémentaire, la carte d'identité, le numéro de carte d'identité que vous donnez sur le formulaire peut être de n'importe quel pays dans le monde. Nous, on veut juste un chiffre qui est utilisé pour pouvoir vous inscrire, que vous allez du coup utiliser dans le champ du WIFE. Cet operator ID, c'est un numéro fiscal du pays du fournisseur ou un numéro attribué par l'Union européenne. L'operator ID, en ce qui concerne le représentant douane indirect ou l'importateur qu'on a indiqué sur le registre, ça c'est typiquement le numéro EORI, LU. En ce qui concerne tout ce qui est de l'étranger, comme dit, je vais essayer de compléter cette information par après.
Do we have to fill the LRN number in the declaration? Non, ça j'avais déjà répondu. En anglais maintenant. Based on the decision tree presented earlier on the call, I understand that non-EU companies may register for the CBAM on their own when the indirect customs representative does not offer such a service. No, indeed, this is also a special point. Only a company that is registered in the EU may access an EU registry. So if you are outside of the EU as an importer, the only person that can access the registry is the indirect customs representative. And in that specific case, they are forced to do the declaration. Even if officially they don't provide a CBAM service, they have to. That is the law at this moment. Though I want to add that from my information, I did not see such a case until now. L'ID do not understand what we will need to declare. So the Excel sheet, you omit it for now. It is only a collection tool for information that you give to the producer. He fills it out, and you use it to input the information after he has given it back to you on the registry. So it's only a tool to help you know exactly what the precise emissions are. The default values are imprecise, but as precise as possible for now, and you will be able to use them for the first report that is due in 15 days. Also for the second report, which is due in April, and for the third report, which is due in July. For these three reports, we'll be able to use the default values. After that, you will only be able to use the default values for 20% of the emissions. I'm not exactly sure how that works, but this information will be completed at a later time when I'm sure how it works. Il n'y a pas de présentation pour le tableau Excel. J'avais prévu initialement d'en faire une, mais il n'y a effectivement pas eu suffisamment de temps de ma part et de la commission pour fournir des réponses à toutes les questions. Et ce serait en fait incomplet, les informations que je donnerais sur l'Excel, et ce serait peut-être aussi erroné en fait. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que la commission est en train de produire un Excel rempli avec, qui sert comme exemple, que je pourrais potentiellement utiliser dans un webinar futur, ou que eux vont utiliser dans un webinar de leur côté. Toute information à ce sujet, je vais, dès le moment où on nous informe, je vais envoyer l'information à la liste de diffusion que j'ai créée, du coup, sur toutes les personnes qui sont sur le registre et toutes les personnes qui sont concernées aussi indirectement par le CEPA. Un groupe industriel qui a plusieurs entreprises en Europe, a-t-on le choix entre une déclaration globale ou une déclaration dans chaque pays où on trouve une usine et pour laquelle des produits CBAM sont importés? Alors, si vous avez, j'admets que du coup, il s'agit d'être c'est une question sur l'import. Si maintenant vous avez importé dans tous les pays en Union européenne avec votre EORI luxembourgeois, vous pouvez faire toutes les déclarations sur le registre luxembourgeois. Si maintenant vous êtes dans le cas rare où vous avez plusieurs numéros EORI, ce qui n'est normalement pas le cas, vous pouvez alors faire les déclarations. Vous devez faire les déclarations dans chaque pays auquel appartient le numéro EORI. Donc, si vous avez, par exemple, aussi un numéro hongrois ou un numéro allemand, vous devez ouvrir un compte sur le registre respectif et faire les déclarations qui ont été faites dans ce pays respectif. Maintenant, je vais regarder si peut-être la question était un peu différente. Oui, non, comme dit, le plus important, c'est le numéro EORI. C'est uniquement ça qui est regardé par la commission. What are the declarance conditions requirements? To be a declarant, you just need to work for the company that has imported
In case of a third-party declarant, you just, well, you can write a mail to us to say that they belong to you, or you can add it in the additional commentary section on the sheet that you have to fill out and send to us. But there are no specific requirements. Just have if you're an additional employee, you have to have not a passport, an ID, a valid ID. Of course, only a valid ID. If your ID was to be is date de péremption en anglais. If the validity of your identity card is over, let's say in 2 months, then in 2 months' time you would need to correct the information. Though we have no way of checking if such is the case. That is something that has to proactively come from you yourself. But since the number on the ID card changes every time, in order to avoid confusion, you should update us about the new number. If I have not answered your question, please post it again, because I'm not quite sure. Based on the decision tree earlier, now I answered this one. Pas de présentation pour le tableau Excel. Si une palette vient de Suisse, disons 100 kg d'acier origine CN, faut-il déclarer? CN, c'est China. En fait, ce qui est important de regarder, c'est où est-ce que ça a été produit, quelles sont les émissions associées. Donc, dans ce cas-ci, il me semble que la Suisse serait rien qu'un pays transitoire. Si le pays d'origine est la Chine, oui, il faut le déclarer. Maintenant, vous parlez de palettes. On a souvent le cas où des palettes sont réutilisées. À ce moment-là, si vous indiquez comme prix 1, comme prix d'achat, parce que c'est réutilisé constamment, à ce moment-là, il ne faut pas le déclarer. Il faut juste le déclarer si vous l'achetez tout juste. Et on veut que, en fait, que les émissions d'un bien qui a été produit ne soient déclarées une seule fois. On ne veut pas de double déclaration. Ça, c'est ce qu'il faut absolument éviter. What happens when we can no longer use default values? At this time, you will have to use the Excel. In due time, we will explain how to use the Excel and how to give it to your producer and how he can fill it in correctly to indicate the correct emissions tied to the CBAM goods you imported. But at this time, indeed, it will have to be more precise information using the Excel. As already mentioned, the Excel is a tool that is supposed to simplify obtaining the information. If your producer gives you information about, if he has precise information without the Excel, he can give it to you, and you can input that in the registry. But of course, it is implied that these emissions will likely be the same in the definitive period when every emission will have to be verified by an independent verifier. What happens when you can, especially in cases where resellers are not putting any obligation on producers to provide this data? For now, indeed, I do not have a concrete answer, because ideally they are going to give the information. I cannot give a precise answer to the obligations. Indeed, you as a new citizen you have the obligation to declare the emissions. If you cannot do so because of someone else, that puts a strain on the. Yeah, I cannot really answer this question right now, unfortunately, though I understand that this is a problem.
I hope that in the future they will provide this information. Maybe the Commission can put in information that is more concrete and more easy to digest for the producers, so so that they will provide the information. Maybe this is also a discussion on a more political level that should happen. But as for now, I cannot force anyone outside of the system to do anything. The system can only force you to do something. But as mentioned, we don't necessarily want to do that. Yes, that's the best answer I can give, unfortunately, on this subject. En tant que déclarant indirect pour des particuliers, comment puis-je faire pour me procurer les informations requises à la déclaration CBAM, notamment lorsque les CN codes concernés sont élargis aux produits finis? Avec seront élargis aux produits finis, est-ce que ça c'est une question hypothétique parce que là je suis pas exactement sûr. Dans la phase transition, on a les codes CN tels qu'ils sont maintenant et il faut déclarer ces codes CN. Donc il n'y aura pas vraiment d'élargissement. L'information du dédouanement est ce qui est important. Ce qui se passe après, on n'est pas nécessairement informé là-dessus et ça ne nous regarde pas non plus, si j'ai bien compris la question. Mais les informations maintenant pour vos clients, effectivement, il s'agit de rentrer en contact avec le producteur et ensuite après, avoir les informations les plus précises possibles sur, les déclarations de vos clients. Dans le premier temps, ouais, les valeurs par défaut et oui, c'est vrai qu'il y a encore un travail qui doit être effectué à ce moment-là pour que tous les producteurs dans tous les pays en dehors de l'Union européenne soient informés sur le fait que le CBAM existe et on espère que du coup ça va, se démocratiser, prochainement, sur les 6 prochains mois au moins, à travers le fait que les importateurs demandent aux producteurs de produire des informations. Quand est-ce que les valeurs par défaut ne pourront plus être utilisées? Heu, sur l'entièreté du rapport, elles ne pourront que être utilisées pour les 3 premiers rapports, c'est-à-dire le dernier rapport où vous pouvez l'utiliser, c'est celui que vous allez rendre en juillet. À partir du rapport de octobre, vous allez pouvoir que les utiliser pour 20 des déclarations que vous utilisez. Donc, comme j'ai compris maintenant, c'est que si vous faites votre rapport et que vous avez par exemple 10 000 tonnes que vous importez, alors, ce qui concerne 2 000 tonnes de vos imports, vous allez pouvoir, utiliser la valeur par défaut et pour les autres, vous allez devoir avoir des valeurs précises, donc dans le registre. Dans le cas où nous utilisons les valeurs réelles, quel document faut-il prouver que ces informations sont véridiques? Vous parlez d'un verifier, il serait situé dans un pays d'origine de la marchandise. Alors ça, ce sont en ce qui concerne le verifier, ça, ce sont des informations qui seront définies encore par après. On aura en mi-année, fin de l'année, toutes les informations sur qui peut être verifier. Moi, j'imagine que ce sera probablement des personnes qui sont situées en Europe, qui du coup devront faire des voyages à l'étranger. C'est vrai que c'est un peu contre-productif d'émettre plus d'émissions encore, mais la possibilité existera certainement aussi d'être verifié à l'étranger et de s'occuper uniquement d'émissions à l'étranger. Là, il y a encore des détails qui doivent être discutés et on n'a pas vraiment d'informations, mis à part des scénarios hypothétiques, sur qui et comment un verifier. Euh, Comme dit, en fait, là maintenant, la première déclaration, effectivement, il y a une certaine confiance dans le fait que vous donnez les vraies valeurs, basées sur les données par défaut, les valeurs par défaut. Là, c'est pas vraiment possible de se tromper. Vous avez importé autant, on sait que vous avez importé autant. Vous multipliez ce facteur du coup sur le registre par le facteur d'émission et on a la déclaration. Ce qui serait écrit dans l'Excel, effectivement, ce sera basé sur la confiance. Si maintenant vous importez toujours du même et que lorsqu'il y aura la vérification, les résultats seront complètement différents, bien sûr, on va le remarquer. Mais là, maintenant, c'est une phase de collecte d'informations. Il s'agit effectivement que d'informations soient le plus juste possible parce que
beaucoup de décisions qui seront prises par après seront basées sur ces informations. Donc si maintenant il y a tout qui est sous-estimé, alors certainement ça pourrait potentiellement influencer la décision finale hem, sur, la valeur d'un certificat CBAM potentiellement. C'est hypothétique, mais ça aura une influence parce que ces informations seront utilisées. A priori, comment savoir si l'annexe 1 a été mise à jour? Alors l'annexe 1, c'est écrit dans le règlement. Vous avez une page web qui existe qui s'appelle Eurlex. Je vais partager mon écran vite fait. Vous avez ici cette page-ci, je vais vous la partager. Ici, c'est la page où vous pouvez trouver tous les règlements. Je trouve pas le chat. J'ai le Constant Post, Van Schliff, Eurlex. Sur cette page-ci, il suffit d'écrire du coup, le nom du règlement, dans ce cas-ci 2023-956. Typiquement, ce qui change à ce point-ci, ce n'est pas grand-chose, c'est plus des règlements qui sont rajoutés. On va essayer de rajouter toutes les informations nécessaires sur notre page au fur et à mesure. Celui-ci, vous pouvez déjà le trouver sur notre page. Dès le moment où vous écrivez 2023-956, vous trouvez du coup le règlement ici. Vous appuyez dessus et les versions les plus récentes sont indiquées ici sur Consolidated Versions. Vous pouvez voir que du coup le Legal Act, c'est la version qui a été publiée en premier lieu, et ensuite après il y a eu les corrections. Dans ce cas-ci, on n'a qu'une correction et c'est juste des fautes de frappe qui ont été faites dans certains documents. Donc pour l'instant, vous n'avez qu'un seul document. Il va peut-être être changé légèrement et vous pourrez le voir du coup à cet endroit-ci. Dès le moment où il y aura un changement sur notre page web, on va le changer et on va essayer de mettre entre parenthèses du coup version de, et ensuite après vous pourrez voir que la version est effectivement plus récente ou pas. Mais il ne faut pas s'attendre à beaucoup de changements. Il faut plus s'attendre à des documents qui vont se rajouter pour informer de suite. Alors, would it be possible to have a Q&A session after the first reporting is performed? The question would be why would the Q&A be needed? But um, the commission, after the first reporting session, they will check on most of the reports and they will check on the information and they will tell us about it. At the moment, we will likely enter into contact with you to discuss on this first report. If you have done everything correctly, there will usually be no feedback, but since you have done everything correctly, it is not needed. If we get a lot of feedback now from mails from anyone that enters into contact with us that says another webinar with these talking points would be appreciated, then maybe yes, we will organize something. But this would likely be more before an important point, like for example, before July, for example, when you will have to use the Excel. That is the most likely point for us to do another webinar. I will try to be as complete as possible on the QA docs. If you still have questions, just write to us at regadmin@aveeta.lu. Yes, there you can see Lex Europa, the link where you can find all the règlements. Alors, il me semble pas avoir entendu parler de ma question juste au-dessus. Steve Cozella. En tant que représentant indirect, à partir de quel moment ne sommes-nous pas responsables de ce rapport si nous ne proposons pas de le faire pour le client? Alors, en tant que représentant indirect, effectivement, comme j'avais dit avant, c'est vous qui faites le dédouanement, c'est vous qui, par définition, avez l'obligation. De notre côté, c'est probablement vous que nous allons contacter en premier lieu. Pour la plupart maintenant, je sais déjà si la plupart la plupart des représentants en douane indirecte, je sais déjà s'ils font, s'ils proposent un service CBAM et du coup, je sais lesquels je considère pour cette déclaration ou pas. Mais on va rentrer en contact avec vous, on va vous le demander. Si vous dites que vous ne faites pas le service, alors on va retomber sur l'importateur. En fait, avant d'avoir une pénalité, il y aura certainement beaucoup de discussions et
et de contact avant que quelque chose ait lieu à ce moment-là. Alors exemple, je vais faire une déclaration, elle passe en main levée, on livre la marchandise en prévenant le client du CBAM, puis-je encore être responsable? Heu, comme dit ce que j'ai dit juste avant. Hem, dans le meilleur des cas, effectivement, vous le dites qu'il doit faire le CBAM, il va faire le CBAM, vous n'êtes certainement plus responsable. En mieux encore si vous avez une trace, mais on va bien sûr vous croire si vous nous dites que vous ne proposez pas de service et que vous avez informé le client à ce moment-là. Oui, toute preuve à ce moment-là est bien sûr appréciée, mais Heu, dans nos yeux, effectivement, la retombe plus souvent sur l'importateur plutôt que sur le représentant en douane indirecte. J'espère que j'ai pas dit de conneries. Si jamais j'ai dit de conneries, je vais le corriger par après, dans le document. Avec ceci, du coup, je vais dire qu'on est arrivé au bout du webinaire. Je vais regarder si j'ai pas oublié une information. Oui, comme dit, sur, du coup, la PowerPoint, il y aura beaucoup de liens pratiques que vous pouvez utiliser qui vous informent, du coup, en plus d'informations qui sont sur le site. Normalement, les informations sont déjà sur le site, mais là, c'est plus, regroupé. Je vais éliminer les slides qui ne sont plus nécessaires et comme dit, si maintenant vous cherchez à nous contacter, écrivez principalement à regadmin@aev.lu. Notre site c'est mvel.lu, gouvernement.lu. L'adresse où vous devez toujours envoyer, le document pour, demander accès au registre, c'est celle-ci. Hem, L'équipe ETS CBAM du coup, notre adresse et le mail du helpdesk. Je vous remercie pour votre attention.